Bonjour à tous. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est l'ordonnancement temps réel. Donc là, on va voir ensemble un ensemble de termes techniques. Là, la première, c'est la période d'étude. Ça veut dire on va étudier l'ordonnancement sur quelle période. Donc l'algorithme d'ordonnancement doit trouver une séquence de tâches valable sur toute la durée du fonctionnement du système. Et cette séquence, toutefois, elle est caractérisée par une périodicité de longueur L, étant donné que les tâches sont périodiques, ça veut dire qu'ils seront répétées de manière périodique. La période de longueur L est appelée période d'étude ou période de base. Donc là, c'est le premier concept qu'il faut étudier. Donc nous, lorsqu'on va résoudre là et on va vérifier si un ensemble de tâches sont ordonnançables, on doit le vérifier sur une période bien précise, qu'on va la calculer par la suite. Donc, comment la calculer? En effet, on a un petit algorithme ou bien une petite fonction qu'il faut l'appliquer. Donc là, pour un ensemble de tâches périodiques, synchrone. Synchrone, ça veut dire que toutes les tâches, ils vont démarrer à l'instant 0. Ils vont demander l'occupation du processeur, dans notre cas, à l'instant 0. Donc, on va la calculer la période à travers le PPCM. Le PPCM, c'est le plus petit multiple commun des périodes des tâches. Dès lors, si les tâches sont ordonnançables sur la période d'étude, nous pouvons garantir qu'elles le seront pour un temps infini. Donc nous, on va appliquer le test d'ordonnançabilité sur une période d'étude, et si ça sera validé de même sur l'infini, parce que ces tâches seront exécutées de manière périodique. Maintenant, ce qu'il faut voir là, si on a un ensemble de tâches, il faut vérifier que les coûts de tâches, le temps qu'ils vont occuper sur le processeur, il ne va pas dépasser un taux d'utilisation bien défini. Donc pour un ensemble de n tâches périodiques, le facteur d'occupation du processeur et la fraction de temps processeur nécessaire à l'exécution de cet ensemble de tâches. Pour une tâche T de I, le facteur d'occupation est défini par U de I égale au coût, ça veut dire le temps qu'il va occuper au niveau du processeur. On va la diviser par PI, par la période de I. Et pour l'ensemble des tâches tau, le facteur d'utilisation est dès lors U égale à la somme des facteurs I est égal à 1 jusqu'à I égale à N de CI, ça veut dire les coûts sur la période présentée par P de I. Donc, on va faire la somme de, par exemple, le coût de tâche numéro 1 sur la période de la tâche numéro 1, plus coût de la tâche numéro 2 sur la période de la tâche numéro 2, etc., jusqu'à coût de la tâche numéro n sur la période de la tâche numéro n. Ce facteur U correspond à la charge appliquée par l'ensemble des tâches sur le processeur. Donc, il est évident, bien sûr, qu'il faut que la somme de I de 1 jusqu'à n de CI sur PI soit inférieure ou égale à 1, sans quoi le processeur ne sera pas capable même d'exécuter l'ensemble des tâches. U qui doit être plus petite que 1 dépend en outre des caractéristiques des tâches ainsi que de l'algorithme d'ordonnancement utilisé pour les ordonnancer. Pour un algorithme A particulier et un ensemble de tâches tau, il existe une valeur U de UB, c'est le upper bound, de tau, c'est les tâches, et virgule A, c'est qui représente l'algorithme, au-delà de laquelle les tâches ne sont pas ordonnançables. Donc, U de UB est la limite, ça s'appelle limite maximale d'utilisation du processeur. C'est le upper bound. Et le least upper bound, si U est égal à UB là, de l'ensemble des tâches et de l'algorithme, là, ce sont les paramètres de notre fonction, alors l'ensemble, tau, utilise entièrement le processeur. Une petite modification de tau peut dès lors faire dépasser cette limite et rendre l'ensemble des tâches non ordonnançables. Donc là, on va laisser une marge pour s'assurer que ces tâches seront ordonnançables à travers le processeur. Pour un algorithme A donné, nous pouvons définir la valeur minimale de UIB, ça veut dire least upper bound, ainsi, donc min de UIB, et on va voir comment la calculer par la suite. De ce fait, un ensemble de tâches tau est ordonnançable si son facteur d'utilisation du processeur est inférieur à cette limite minimale. Donc on a une limite minimale. Si le facteur d'utilisation du processeur est inférieur à cette limite, on va dire que cet algorithme ou bien ces tâches sont ordonnançables sur ce processeur. Maintenant, le premier algorithme qu'on va étudier ensemble, c'est le rate monotonique. L'algorithme rate monotonique, c'est un algorithme statique applicable à un ensemble de tâches à échéance sur requête, où les priorités des tâches sont fixes et décidées avant le lancement du système. Ça veut dire qu'on sait c'est quoi les tâches,
et on sait combien ils vont prendre là de temps pour s'exécuter. Et aussi, ils vont venir tous au niveau de l'instant 0. Et les priorités des tâches, ils sont fixes dès le départ. Donc, comme vous voyez là, la priorité des tâches est fixée en fonction de leur période d'activation. Plus une tâche a une petite période d'activation, plus sa priorité sera haute. C'est-à-dire si on a des tâches, une qui prend par exemple 2 temps, l'autre 3 temps, au niveau bien 3 unités lors de l'exécution, on va choisir celle qui a la plus petite période d'activation. Ça sera la plus prioritaire. Il s'agit d'un algorithme préemptif. Ça veut dire qu'à chaque unité, on peut arrêter l'exécution d'une tâche et l'activation d'une tâche de petite période devant permettre la préemption d'une tâche de période plus grande. Donc, si on a une tâche qui vient et qui a besoin de s'exécuter, on va vérifier s'il y a une autre tâche qui est en concurrence avec cette tâche. Celle qui aura la plus petite période, ça sera la plus prioritaire. Là, au niveau de l'analyse de l'ordonnançabilité, une condition suffisante d'ordonnançabilité est somme de i de 1 jusqu'à n de ci sur pi, elle est inférieure à u de lub list upper bound de rm de n, qui est équivalente à n, c'est le nombre de tâches, fois 2 puissance 1 sur n moins 1. Là, devant nous, un exemple d'ordonnancement selon le rate monotonique. On a 3 tâches, T0, T1, T2. T0 de coût 2 et de période 6, T1 de coût 3 et de période 8, et T2 de coût 4 unités de temps et de période 24. Donc bien sûr, la première chose qu'on va effectuer, c'est le calcul de la période d'étude. Donc là, pour ceci, on aura besoin de calculer le PPCM. On a les périodes 6, 8 et 24. Donc 6 est égal à 2 fois 3. 8 est égal à 2 fois 2 fois 2. Et le 24, là, c'est égal à 2 fois 2 fois 2 fois 3. Donc là, on va prendre la plus longue séquence. Donc on a entre ceci au niveau de 2, donc c'est 2 fois 2 fois 2. Et là, on a 3 et 3, donc fois 3. Ce qui nous donne, c'est 24. Donc là, notre système, on va l'étudier sur 24 unités. Pour le T0, donc on a vu c'est 6. Donc là, ce qu'on va faire, donc là, c'est la première. Ensuite, au niveau de 12. Ensuite, au niveau de 18. Voilà. Donc là, T0, elle va, pendant cette période, s'exécuter 4 fois. Le T1, là, c'est 8. Donc là, on va préciser là 8. Ensuite, 8 et 8, c'est 16. Voilà. Et T2, elle va s'exécuter uniquement une seule fois. Donc là, ceci, c'est le 24. Donc maintenant, on va voir comment les exécuter. Si je suis au niveau de l'instant 0, qui va se lancer le premier? Plus une tâche a une petite période d'activation, plus sa priorité sera haute. Donc au démarrage, qu'est-ce qu'on a? On a au niveau de T0, donc on a la période C6. Donc qui va se lancer le premier? C'est T0. Donc si c'est inférieur, donc on va commencer là, T0, ça va se lancer là, donc C2, ça sera de T0. Ensuite, à l'instant 2, une fois on a terminé là, qui sera donc entre 8 et 24, qui sera lancé le premier. Donc ce sera le T1. Donc le T1, il va se prendre là à 3. Voilà. Et à l'instant 5, donc là nous sommes dans 5, il nous reste, donc on a déjà lancé T0 et T1, ce qui nous reste c'est T2. Comme là, j'ai lancé 1, maintenant regardez bien. Normalement, qu'est-ce que je dois faire? Je dois lancer, parce que j'ai le coût chaque période de 6, je dois lancer T0 pendant 2 unités. Chaque période de 8, je vais lancer le T1 pendant 3. Donc là, pendant ce temps, c'est bien là. Mais juste à cet instant-là, c'est l'instant 6. Au niveau de l'instant 6, c'est le T0 qui se lance une deuxième fois.
Donc là, je dois arrêter parce qu'à cet instant, qui a la période la plus petite? C'est le T0. Donc le T0, il va se lancer deux fois. Ensuite, à cet instant, c'est le T1 qui vient de nouveau. Donc on va le lancer encore pendant 3 unités. Ensuite, là, on va lancer le T2 pendant une unité. Ensuite, c'est le T0 qui va apparaître une troisième fois. Donc, à l'instant 12. Donc, ça, c'est 6. Et ça, c'est l'instant 12. Donc, là, il va se lancer le premier. Ensuite, là, regardez bien, je ne vais pas revenir à T1. Là, il s'est lancé pendant 3 unités. Donc, et là, sa période n'a pas encore terminé. Donc, je vais monter là. Et là, T1, on a besoin de 4 unités. Donc, je vais ajouter les deux qui sont là. Et comme ça, T2, il s'est exécuté. Donc, on a 2 unités là. Une là et une là. Donc, la somme de ça avec ceci, c'est égal à 4. Ceci, c'est égal à 4. Donc, on a terminé avec ça. Maintenant, on a celui-là qui apparaît. Donc, bien sûr, je ne vais pas lancer, je ne vais pas revenir là. À cet instant, je vais lancer 2 ici. Et parce que là, c'est le T0 qui apparaît une deuxième fois. Donc, je vais le lancer 2 fois. Et là, parce que j'ai lancé 2, il me reste, normalement, on a T1, C3. Donc, là, je vais le lancer pendant une troisième unité. Et comme ça, j'ai terminé mon exécution. Donc là, est-ce que ces tâches sont ordonnançables? Donc la conclusion, oui.